Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Aujourd'hui, nous accueillons Alexis Chapuis, dont vous avez sans doute découvert un récent exploit, puisqu'Alexis est le premier plongeur à avoir vu le sélacanthe indonésien en plongée. Salut Alexis, merci de prendre du temps pour nous avant de repartir très prochainement en mission. Salut Lucie, merci surtout à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours, s'il te plaît ? Ouais, je suis biologiste marin de formation, donc j'ai un master en biologie et écologie marine que j'ai obtenu à l'université de La Rochelle. Et puis ça fait à peu près 11 ans là, que je travaille en Indonésie. Et depuis 2018, en fait, j'ai monté une association française qui s'appelle Unseen, avec laquelle, en fait, on mène des projets d'exploration et d'études du milieu marin et notamment des écosystèmes qu'on appelle les écosystèmes coralliens mésophotiques. Donc, c'est des habitats qu'on trouve dans les zones tropicales, subtropicales et qui sont à des profondeurs bien au-delà des profondeurs qu'on peut atteindre avec la plongée récréative. Donc, on est au-delà des 40 mètres. Et nous, avec Unseen, on se focalise essentiellement sur la partie inférieure de ces habitats, c'est-à-dire à des profondeurs entre 80 et 160 mètres à peu près. Donc voilà, on étudie ça pour essayer de mettre un peu en avant leur biodiversité. C'est des habitats qui sont très peu connus et donc très peu protégés. Et notre objectif avec Unseen, c'est d'arriver à mettre en lumière un peu ces milieux qui sont importants d'un point de vue de la résilience des écosystèmes coralliens en général. Donc on essaye d'en parler et d'encourager à leur protection. Et donc vous êtes spécialisé dans l'exploration en Asie du Sud-Est ? Oui, alors essentiellement du coup en Indonésie. C'est là où j'ai basé la plupart de nos dernières expéditions. Alors, si un projet se mettait en place dans un autre pays d'Asie du Sud-Est, on irait volontiers. D'ailleurs, on y réfléchit, mais essentiellement en Indonésie pour l'instant. En plus de ça, tu es aussi un National Geographic Explorer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce point précis ? Alors ça, c'est un terme un peu pompeux. La Société nationale géographique, en fait, identifie les personnes qui ont eu des financements de leur part, en nous donnant ce titre de National Geographic Explorer. Donc ça veut simplement dire qu'un jour, dans notre vie, on a obtenu un financement de la Société nationale géographique. Ça nous permet en fait d'accéder à leur communauté et donc potentiellement, tu peux avoir accès à d'autres financements plus tard. Tu nous as dit que tu fais des expéditions majoritairement en Indonésie, mais est-ce que tu vis là-bas toute l'année ? Je vis là-bas une bonne partie de l'année, oui, parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps de monter ces projets. Ça demande d'avoir un bon relationnel aussi avec les scientifiques locaux avec lesquels je travaille. Et voilà, donc effectivement, une bonne partie du temps, je suis en Indonésie. Pas forcément en plongée, souvent derrière l'ordinateur, ou à courir partout pour différents rendez-vous, mais je suis une bonne partie du temps là-bas. On imagine bien que malheureusement, il n'y a pas que la partie plongée dans ton travail. Et non, malheureusement, non. On aimerait passer plus de temps dans l'eau, mais la réalité fait qu'il y a quand même une bonne partie de travail de bureau. Et oui. On va maintenant parler un peu du sélacanthe. Laurent Balesta et son équipe ont été les premiers à plonger avec le sélacanthe dans le golfe du Mozambique et quelques années plus tard, toi, tu es le premier à plonger avec le sélacanthe indonésien. On a pu voir dans une vidéo récente une interview croisée de Laurent Balesta et toi. Et dans cette vidéo, tu dis que quand tu étais plus jeune, tu rêvais en regardant les vidéos YouTube et les films des expéditions Gombessa. Est-ce que c'est vraiment ça qui a allumé la flamme et qui t'a donné envie d'aller explorer les fonds indonésiens à la recherche du sélacanthe local ? Laurent, c'est vrai que ça fait longtemps en fait que je suivais son travail de loin. Moi, je viens pas du tout du bord de mer, je viens d'Auvergne, donc on a vu mieux d'un point de vue milieu marin. Je voyais Laurent qui publiait de temps en temps des articles dans la presse écrite, notamment, je sais plus, il y avait des Paris Match, il y avait des trucs comme ça qui sortaient des revues où il avait publié des photos, donc je suivais son travail quand ça sortait. Mais l'intérêt pour le milieu marin, il date de bien avant et c'est une curiosité personnelle. Après, ce qui m'a fasciné ces dernières années, c'est effectivement l'expédition que Laurent a menée en Afrique du Sud en 2013, je crois, mais en fait, il y était allé en 2010 déjà. C'était les épisodes qu'il publiait chaque jour. Moi, j'étais plongeur à l'époque déjà. J'étais sur le terrain au Sénégal. Je faisais une petite mission pour une ONG suisse d'inventaire du milieu marin. Et effectivement, je m'éclipsais tous les jours quand la vidéo était mise en ligne parce que pour moi, c'était vraiment passionnant parce que j'étais pas du tout plongeur recycleur à l'époque.
J'étais jeune plongeur et je voyais effectivement Laurent, Thibaut, il y avait Yannick et je crois qu'il devait y avoir Cédric aussi. Je les voyais donc faire ces plongées hallucinantes à la rencontre de cet animal mythique, quoi. Donc ouais, c'était vraiment c'est quelque chose qui est resté gravé en fait. Et je me suis vraiment passionné pour cette expédition-là. Après, c'est resté voilà. Moi, j'avais d'autres activités à l'époque. Je cherchais du boulot. Et donc, je bossais en tant que plongeur où je pouvais un petit peu. Et puis, en fait, quand je suis arrivé en Indonésie en 2014, je savais qu'en Indonésie, il y avait la population indonésienne, l'espèce indonésienne du sélacanthe. Il y en a une en Afrique, donc c'est celle que Laurent a documentée. Et il y en a une en Indonésie. Et en Indonésie, il n'y avait jamais eu de plongeur qui avait pu rencontrer un sélacanthe. Moi, quand je suis arrivé en Indonésie, j'étais même pas plongeur recycleur, hein, donc je me suis dit, voilà, maintenant je suis dans le pays où il y a cette espèce qui rôde dans les profondeurs. Et j'ai commencé un petit peu à échanger avec Laurent et puis avec Gaël Clément, du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et puis j'ai commencé un petit peu à inventorier les captures. J'ai essayé de rentrer en contact aussi avec Mark Erdman, qui est la personne qui a découvert avec sa femme le sélacanthe indonésien en 1997. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu une sorte d'enquête avec les moyens du bord, quoi, hein, simplement à base de recherche internet, de contacter certains scientifiques indonésiens qui avaient travaillé à l'époque sur le sélacanthe indonésien, essayer de glaner des informations un peu ici et là. J'étais encore une fois pas plongeur recycleur, j'étais à 1000 lieues de pouvoir prétendre à ce type de plongée. En fait, le sélacanthe, ça fait longtemps moi que j'en entends parler. C'est dans les magazines, c'est dans les encyclopédies, puis c'est dans mes cours de biologie évidemment, notamment de biologie marine, des biologies de l'évolution et tout ça. Donc c'est quand même un animal mythique. Et donc quand j'ai vu l'équipe de Laurent faire ces plongées-là avec le sélacanthe, je me suis dit pourquoi pas un jour faire la même chose en Indonésie. Je savais que c'était une quête très longue, pleine d'embûches, et qui aboutirait pas forcément à une réussite. On a des milliers de rêves, il y en a qui sont, on le sait, inaccessibles. Parfois, l'opportunité nous permet d'en réaliser certains. Et donc après toutes ces recherches, tu as franchi le cap et tu as monté une mission pour partir à la recherche du sélacanthe. Ça a été un très long procédé parce qu'il a fallu déjà que je me forme à la plongée recycleur. Donc ça prend quand même du temps. Il m'a fallu plusieurs années quand même pour acquérir le niveau pour pouvoir faire ces plongées très profondes. Donc voilà, ça n'a pas été tout de suite. Et puis, il fallait aussi trouver des financements, donc c'était pas non plus facile. Donc en fait, en 2018, quand j'ai monté l'association Unseen, c'est parce que j'avais reçu un financement de la National Geographic Society. Et ce financement, il était relativement faible. On avait tout juste de quoi payer les consommables pour nos plongées profondes. On n'avait pas de salaire, on n'avait rien. Et en fait, on a commencé par des projets sur Bali, là où on était basé, avec mon collègue Marc Crane, qui est un instructeur de plongée avec qui j'ai fait une partie de mes formations, notamment la plongée profonde. En fait, ce premier projet, moi, que j'avais proposé à National Geographic, c'était sur le poisson-lune géant, le Mola alexandrini. C'était un petit peu, si tu veux, notre façon de commencer à jouer dans la cour des grands, on va dire, à se former en ayant un vrai projet de recherche. Il y avait une vraie question, des vraies interrogations, auxquelles on n'a toujours pas vraiment de réponse claire, donc il va falloir qu'on continue à chercher là-dessus. Mais voilà, c'était le premier projet qu'on a monté en plongée profonde, c'était sur le poisson-lune géant. Mais évidemment avec la volonté d'aller de plus en plus là où le sélacanthe se trouvait. Il n'y avait pas de sélacanthe connu sur Bali. Par contre, sur Bali, ça nous permettait de pratiquer ces plongées-là, engagées, dans un environnement qu'on connaissait, dans des conditions un peu moins sévères que dans d'autres endroits d'Indonésie. Donc voilà, c'était un peu un entraînement, si tu veux, à ces plongées très engagées qui nous attendaient par la suite. Mais c'est vrai que le sélacanthe était toujours caché quelque part dans nos pensées. On se disait, voilà, un jour, on va aller dans les endroits où on suspecte qu'il se trouve. Et donc, suite à ça, comment vous avez monté la mission sur le sélacanthe ? 2018-2019, c'était le projet qu'on a fait avec la National Geographic Society. En 2020, Blancpain a accepté de nous soutenir. Donc, on a refait un projet sur le poisson-lune. C'était pour approfondir un peu les premiers éléments qu'on avait ramenés de notre première mission. 2020-2021, c'était ce projet sur le poisson-lune et on a monté une expédition dans une zone où moi je suspectais les sélacanthes. Alors c'est un peu compliqué, mais les sélacanthes, ils ont été observés en Indonésie au large d'une île qui s'appelle Sulawesi. C'est à l'est de l'Indonésie. Et donc moi je me disais, il faudrait qu'on aille voir là-bas pour essayer de les trouver, en sachant qu'ils étaient présents sur cette île.
Le problème, c'est qu'il y a eu des histoires de permis de recherche. Moi, j'avais une collaboration qui s'établissait avec une province qui s'appelle les Moluques, qui est encore plus à l'est que Sulawesi, mais là où aucun sélacanthe n'avait jamais été trouvé. Sauf que quand je regardais les cartes où les observations de sélacanthe avaient été effectuées, on en voyait donc sur le nord de Sulawesi et également dans la province de Papouasie, qui est encore plus à l'est que les Moluques. Et donc, on avait ces deux endroits, Sulawesi et Papouasie, où on voyait des sélacanthes, et il n'y avait aucune observation dans les Moluques. Et moi, je me suis dit, en fait, c'est impossible qu'on n'ait pas des sélacanthes aussi dans cet archipel-là, qui se trouve entre ces deux zones où on trouve des sélacanthes. Comme j'avais ces collaborations qui se mettaient en place avec une université locale des Moluques, on a décidé en 2022 de faire un premier projet pour aller chercher des habitats propices aux sélacanthes, parce qu'en fait, on savait pas du tout où on allait chercher. L'archipel des Moluques, c'est des milliers d'îles. On pouvait pas dire, on va aller trouver des sélacanthes, parce que personne nous aurait cru. La probabilité de rencontre, elle est très faible. Elle est déjà très faible quand on sait qu'il y a des sélacanthes dans l'eau. Alors, dans un endroit aussi grand que les Moluques, c'était impossible. Donc, l'idée, c'était de documenter ces habitats profonds parce qu'ils n'avaient jamais vraiment été documentés. En fait, à notre connaissance, il n'y a jamais aucun plongeur qui avait fait des plongées aussi engagées que ce qu'on a pu faire en 2022. Donc, l'idée, c'était documenter un peu la biodiversité. On a collecté des échantillons d'éponges ou d'organismes fixés pour nos partenaires indonésiens pour qu'ils puissent faire des analyses taxonomiques et ADN pour chercher des nouvelles espèces, des nouvelles molécules, des choses comme ça. Et nous, en fait, ça nous permettait d'avoir accès à des habitats potentiels à sélacanthes. Et on a cherché et on n'a rien trouvé. On a passé 1 mois dans les Moluques en 2022 à chercher des habitats propices. Alors, on a trouvé des habitats qui pourraient être propices, mais on n'a pas trouvé de sélacanthes. Donc ça, c'était vraiment la première mission où on commençait à toucher du doigt le sélacanthe. Et c'est les premiers moments où on a vraiment mentionné le sélacanthe sur nos propositions aux partenaires et aux collaborateurs indonésiens. Et par quoi ça se caractérise un habitat propice au sélacanthe ? C'est une bonne question parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se disent et le sélacanthe, on connaît pas grand-chose de lui au final. On croit bien le connaître et en fait non. Alors quand même, les habitats propices à sélacanthe, c'est des habitats généralement avec une topographie un peu complexe où tu peux avoir des grottes submergées ou alors des surplombs rocheux. L'hypothèse qui a été longtemps en vogue, c'est que les sélacanthes sont des animaux nocturnes et ils passent leur journée dans des grottes ou sous des surplombs pour se reposer en fait. Donc voilà, on cherchait des habitats comme ça, des anfractuosités, des fissures, des failles, toutes ces choses-là, éventuellement des grottes. Et c'est pas si facile que ça, en fait, à trouver. Et puis le problème, c'est que il semblerait, encore une fois, ce sont des hypothèses, mais beaucoup d'observations semblent aller dans ce sens-là, que le sélacanthe affectionne les températures relativement basses comparées à ce que tu peux avoir en Indonésie en eau peu profonde. Donc on parle de températures en dessous de 20 ou 21 degrés. Donc tu vois, il fallait qu'il y ait à la fois des habitats complexes, mais également des températures suffisamment basses. Ça fait beaucoup de facteurs. Donc en fait, température basse, surtout avec le réchauffement climatique actuel, il faut aller très profond. Oui. Sauf que quand tu vas très profond, il y a beaucoup d'endroits dans les îles coralliennes où finalement tu te retrouves sur des pentes rocheuses, mais sans anfractuosité en fait, parce que il y a 20 000 ans, lors du dernier maximum glaciaire, où les niveaux des océans étaient 120 mètres plus bas, l'érosion a eu lieu en fait jusqu'à 120 mètres, mais en dessous de 120 mètres, il n'y a pas eu vraiment d'érosion, donc t'as pas vraiment d'habitat complexe. On a trouvé beaucoup d'endroits où finalement, quand les températures étaient potentiellement intéressantes pour trouver du sélacanthe, on n'avait pas l'habitat parce qu'on était trop profond, mais quand on n'était pas assez profond et qu'on avait des habitats potentiels où le sélacanthe pourrait se plaire, les températures étaient trop élevées. On s'est cassé pas mal la tête sur comment trouver des sites propices. Et donc, après cette expédition dans les Moluques, où est-ce que vous êtes parti chercher le sélacanthe et qu'est-ce que vous avez fait ? En fait, on est resté dans les Moluques parce que cette première mission de 2022, pour moi, était loin d'être un échec. En fait, même si on n'avait pas vu de sélacanthe, on a quand même fait des choses incroyables. On a vu des espèces que personne n'avait photographiées ou filmées avant. Et puis, on a trouvé quand même des habitats potentiels. Mais en fait, on était dans le sud des Moluques, là. Et moi, j'avais quand même pour objectif d'aller dans le nord des Moluques. Et comme on n'avait pas pu le faire en 2022, j'avais pour espoir de pouvoir le faire dans les années qui venaient. Mais le problème pour aller dans le nord des Moluques, c'est très compliqué. Il y a très peu de bateaux qui veulent y aller parce que certains considèrent ça trop dangereux, trop compliqué. On est quand même en zone encore plus reculée.
Donc, on a eu beaucoup de mal à trouver un bateau qui veuille nous emmener là-bas. Et en fait, donc en 2023, ce qui s'est passé, c'était un peu une mission transitoire. On est retourné dans le sud des Moluques pour maintenir un peu la dynamique avec nos partenaires locaux. On a fait des conférences, on a présenté un peu ce qu'on avait fait l'année d'avant. On a fait des plongées, mais moins profondes. Et en 2024, on a eu la chance d'avoir un bateau qui nous a été prêté et sur lequel on a pu tous embarquer et ils ont accepté de nous emmener dans le nord des Moluques en 2024. Et c'est comme ça qu'on a découvert le Sélacanthe des Moluques. Et grâce à ce bateau, on avait carte blanche en fait pour faire ce qu'on voulait. On a pu choisir notre route d'expédition comme on le souhaitait. Donc moi, j'avais étudié un peu les cartes marines. Avant, tu te jettes pas comme ça au hasard complet. Grâce aux cartes marines, on avait réussi à identifier des sites qui semblaient potentiellement intéressants pour ce qu'on cherchait. Il faut aller sur le terrain pour vérifier, surtout que les cartes marines là-bas sont extrêmement peu fiables. On a eu beaucoup de déboires aussi, on s'est retrouvé des fois sur des sites, en fait c'est pas du tout comme ce qui est indiqué sur la carte. Et puis ça s'est fait comme ça en fait, donc on a fait plusieurs sites et puis un beau jour... Après plusieurs années de recherche, finalement vous avez pu voir un individu. C'est exactement ça, c'est vraiment des années, parce que en fait ce qui s'est passé, c'est que c'était le 10e jour de l'expédition. Donc après 10 jours de plongée profonde en venant de Ambon, qui est la capitale provinciale des Moluques, on remontait vers le nord et donc on a fait des plongées tout au long de notre remontée. Et il y avait un site en particulier, on essaie de le garder confidentiel pour l'instant en tout cas, et ce site-là, il attirait mon attention. C'est vraiment une histoire, personne ne va me croire. Ça venait d'une discussion avec Mark Erdman, qui m'a dit tu devrais regarder sur cette zone-là, il y a l'air d'avoir des tombants assez prononcés, parce que lui il était déjà allé il y a quelques années dans ce coin-là. Et donc, en regardant les cartes bathymétriques, je me suis dit, ouais, effectivement, ça a l'air quand même de tomber à pic et il y a l'air d'avoir un peu la topographie qu'on recherche. Alors, sur cette île, pareil, il fallait trouver un endroit où plonger parce que est-ce que tu te mets à l'eau au nord, au sud, à l'est? Oui. On a identifié un site qui nous semblait le plus propice. Donc, j'avais quand même hâte de venir sur ce site-là. Quand j'ai préparé le plan de l'expédition, c'est le seul site où j'avais dit qu'on devait faire au moins 2 plongées sur ce site-là. Les autres sites, en fait, on essayait de couvrir une distance la plus grande possible parce qu'on ne savait pas où chercher exactement. Donc, l'idée, c'était de couvrir une surface la plus grande possible. Mais sur ce site-là, j'avais prévu faire au moins 2 plongées. Et donc, on a fait cette première plongée avec Julien Leblond, qui a été mon binôme sur cette expédition-là. On n'était que 2 plongeurs profonds. Donc, on s'est mis à l'eau, on est descendu à 125 mètres, ce qui est déjà très profond. C'était le plan de plongée. On descendait à ces profondeurs-là et on faisait des photos, on regardait un peu à quoi ça ressemblait, etc. Et en fait, moi, ça a vraiment été comme un déclic. Quand on est arrivé à 125 mètres, au départ, on s'est dit, mince, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose parce qu'on était sur un mur un peu lisse, il n'y avait pas trop de poissons. Et en fait, en se décalant un peu, on est tombé vraiment sur des zones où tu avais des grandes failles, il y avait des grosses roches, etc. Et ça avait l'air surtout de continuer très profond. Et puis, on avait des températures qui étaient relativement basses. De toutes les plongées profondes que j'ai faites en Indonésie jusqu'à présent, si on doit trouver du sélacanthe, ce sera sur ce site-là. On est sorti de cette plongée et donc j'ai dit à Julien, on doit retourner là, il faut refaire une plongée, mais il faut aller plus profond. Il m'avait semblé voir, si tu veux, en regardant un peu en contrebas. Alors c'est très sombre, comme tu regardes vers le fond, tu vois pas très bien, quoi. Et il semblait y avoir des espèces de gros surplombs ou une cavité. En tout cas, il y avait des gros blocs rocheux. Et donc, en sortant, j'ai envoyé d'ailleurs un message à Mark Erdman en lui disant je crois qu'on a trouvé un site où il y aura du sélacanthe. Et donc on a prévu de faire une plongée plus profonde, c'était le surlendemain, parce que le bateau devait aller se réapprovisionner le lendemain. Et donc le surlendemain, on est retourné sur le site et on a fait donc une plongée. L'objectif c'était de descendre à 150 mètres pour pouvoir regarder si effectivement on n'avait pas rêvé et si c'était bien un habitat propice, sans imaginer ce qu'on allait rencontrer en remontant. Donc on descend à 150 mètres, on y reste quelques minutes, on regarde, effectivement c'est un habitat incroyable, quoi, vraiment avec des rochers, vraiment très riche en faune fixée. Mais voilà, à 150 mètres, t'as très peu de temps, donc on commence notre remontée parce qu'on se dit il fallait encore qu'on fasse des photos, on avait prévu de faire des photos un peu moins profonds, donc il fallait pas trop non plus qu'on traîne à 150 mètres. Et donc on remonte vraiment donc de 150 mètres. Et à 150 mètres, on tombe sur un gros bloc rocheux en fait qui nous fait face. Et du coup, pour couvrir une surface un peu plus grande, on se sépare avec Julien. Lui, il part sur la droite et puis moi, je pars sur la gauche. Donc, on contourne le bloc chacun d'un côté. Et là, effectivement, je l'ai entendu hurler.
parce qu'on utilise des recycleurs, donc on a cette boucle dans la bouche et on arrive un peu à se comprendre quand même quand on parle. Et je l'ai entendu hurler, j'ai entendu un sélacanthe. J'ai vraiment cru à une blague, initialement. C'est pas possible, quoi, un sélacanthe. Ou alors, je comprenais pas ce qu'il me disait. Mais tu vois, ça a été une fraction de seconde, et puis après, je me suis repris, je me suis dit, non, mais il y a vraiment quelque chose là. J'ai fait le tour, je suis revenu sur mes pages, j'ai recontourné le bloc par là où était passé Julien, et là, je suis tombé nez à nez avec le sélacanthe, effectivement. Et il avait pas rêvé. Et tu peux pas le méprendre pour un autre poisson, quoi, ça c'est clair. Ouais. Le choc, j'en ai encore des frissons aujourd'hui, tu vois. C'est marrant quand même, après plus de 3 ans à le chercher, le jour où enfin tu le vois, tu crois à une blague. Ah ouais, bah je pense que t'es vraiment pas prêt en fait. T'es pas préparé psychologiquement à ça. Ouais. Parce que t'as la conviction que les sélacanthes sont forcément quelque part dans cet archipel des Moluques. C'est une conviction voilà, basée sur des faits scientifiques, mais il y a aucune preuve. C'est pas comme si quelqu'un avait dit bah ouais, il y a des pêcheurs qui en ont vu. Ouais. Là, simplement, bon voilà, logiquement, ils sont là, quoi. Donc, même si tu sais, bon, l'habitat est parfait, propice, les températures sont nickel, etc. De là à tomber nez à nez avec un individu, c'est ton cerveau, il comprend pas, quoi. Ouais, j'imagine. Donc ouais, c'était dingue. Ça, c'est vraiment je pense que Julien, ça a été pareil, et c'est un moment qui restera toujours gravé, parce que je pense pas qu'on vive une rencontre aussi forte, Ouais. émotionnellement parlant. Et donc tu nous as dit que tu l'as vu à 150 mètres, le sélacanthe ? On l'a vu à 144 pour être exact. Il était un peu en suspension au-dessus du rocher, près d'une magnifique gorgone orange. On se demandait si on hallucinait pas quand même. Hein. Et donc à 144 mètres, j'imagine que vous n'avez pas non plus 1h30 à passer à côté du sélacanthe. Donc est-ce que c'est pas frustrant après justement des années d'attente de se retrouver face à l'animal et de se dire ah bah là je dois remonter, je peux pas rester. C'est extrêmement dur. Ouais. C'est super dur. Mais il nous a facilité un peu la tâche, il est parti après. En plus, nous, comme je te disais, on remontait de 150 mètres déjà. Donc, dans notre tête, on était parti pour la décompression. La plongée était finie. Là, on tombe nez à nez avec le sélacanthe. Donc, déjà, tu es obligé de faire des photos. Ah bah, j'imagine. Donc, le temps de sortir l'appareil, parce qu'en plus, moi, il était encore accroché parce que je l'avais clippé pour être plus confortable avec le scooter qu'on utilisait pour se déplacer. Et donc, le temps de sortir l'appareil, de galérer avec l'émotion, moi je tremblais, hein, j'arrivais pas à contrôler mes tremblements. Je crois que j'étais pas loin de pleurer, donc je devais avoir une petite larmouille au coin de l'œil, parce que c'était une très grande émotion de voir le sélacanthe réellement en train de vivre finalement. Tu réalises pas, faut arriver quand même à rester super concentré, parce que t'es quand même à des profondeurs, t'as pas trop envie d'y rester longtemps, et puis faut quand même rapporter les images, tu sais pas si tu vas retomber dessus un jour, on est resté quand même 5 minutes de plus avec le sélacanthe, ce qui nous a coûté quand même 4 heures de décompression derrière. Ça a été dur de devoir partir, de se dire bon allez là maintenant faut vraiment remonter parce que sinon on va vraiment être dans le rouge. En plus il y avait l'équipe en surface qui nous attendait. Il fallait quand même qu'on respecte un minimum le temps de plongée pour pas les inquiéter et puis pas se mettre en danger nous non plus. Alors, ce qui est génial, en fait, sur cette plongée-là, je te dis, c'était un alignement de planètes. Ce jour-là, en fait, on avait eu des soucis de caméra la veille. Et donc, j'avais demandé à Julien, sur cette plongée-là, d'utiliser une GoPro avec un caisson qui est spécial pour aller très profond et de déclencher la GoPro dès qu'on commence à arriver en zone profonde, quoi, de pas attendre. Donc, en fait, il a filmé la découverte quand il est tombé nez à nez avec le sélacanthe. Ça a pas été joué, quoi, tu vois, Ouais. ça a été vraiment un moment où il est tombé dessus, quoi. Habituellement, on fait jamais ça. La GoPro, on l'allume quand on est au fond, ou l'appareil, on l'allume quand on est au fond. Et là, on l'a allumé un peu avant d'arriver au fond, donc il a toute la plongée, la rencontre avec le sélacanthe. Donc, on a fait des photos et des vidéos. Et au cours de combien de plongées est-ce que tu as pu voir des sélacanthes en tout ? Donc, on a fait cette première plongée avec le sélacanthe, on l'a trouvé. Le lendemain, on a refait une plongée sur ce même site où on a revu le même individu. Et voilà, c'est tout. Ça en dit long aussi sur le côté très discret de cet animal qu'on ne rencontre pas à chaque plongée, même si on a fait la plongée sur le même site. Et les individus, vous arrivez à les identifier grâce aux photos que vous prenez ? Ouais, alors les individus, en fait, chaque sélacanthe, quand tu regardes une photo de sélacanthe, tu vois, ils ont plein de taches blanches sur le corps.
flèches-là, c'est un peu comme une empreinte digitale, ou les Ok, ouais. requins-baleines également, ils ont ces espèces de points sur le corps. Et ça, c'est la carte d'identité vraiment des sélacantes. Donc, si tu prends une photo, il faut que tu aies la photo du même côté, hein, c'est-à-dire que le côté gauche et le côté droit sont différents. Ah, oui. Donc, pour être sûr, il faut que tu aies le bon profil du sélacanthe et tu peux arriver à dire si c'est le même individu ou pas. Et grâce aux photos qu'on a prises ces 2 jours consécutifs, on a pu avoir le sélacanthe des 2 côtés. Et on est sûr, grâce au positionnement des points blancs sur son corps, on est sûr que c'est le même individu. Ok. Alexis, tout à l'heure, tu nous as parlé de Gaël Clément, qui est spécialiste mondial du sélacanthe et chercheur au Muséum national d'histoire naturelle. Et Gaël, tu nous fais le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, merci beaucoup et enchantée. Bonjour Lucie, mais c'est moi qui vous remercie de votre invitation. Une chose intéressante, c'est que les populations qui ont été étudiées grâce aux expéditions Gombessa et Unseen appartiennent à 2 espèces distinctes de sélacanthes. Alors, je sais pas exactement comment on prononce les noms latins, donc je te laisserai les mentionner. Mais donc, c'est le sélacanthe indonésien et le sélacanthe d'Afrique. Alors ce sont 2 espèces effectivement différentes d'un point de vue génétique, même si d'un point de vue morphologique elles se ressemblent beaucoup. Il y a quelques différences dans leur taille et la proportion de la longueur du crâne par exemple par rapport à la longueur du corps, puis des petits détails, mais ce sont 2 espèces qui se ressemblent très fortement. Donc il y en a une qui est effectivement la première qui a été découverte en 1938 en Afrique du Sud, qui est le sélacanthe africain, qu'on appelle Latimeria calumnae. Et en 1997 a été découvert donc le sélacanthe indonésien qui s'appelle Latimeria menadoensis. Alors il n'y a pas beaucoup de différences morphologiques quand on les voit effectivement l'une à côté de l'autre. Le sélacanthe africain paraît un peu plus massif, un peu plus grand, mais sinon il y a très peu de différences. Les différences s'aperçoivent au niveau génétique avec un certain pourcentage de différence dans le génome qui permet de différencier ces 2 espèces. Par contre, il y a un facteur important pour différencier des espèces dans le monde vivant, c'est de savoir si elles sont interfécondes, c'est-à-dire si elles peuvent se féconder l'une avec l'autre, s'il peut y avoir des hybrides ou de la reproduction entre ces populations. Comme elles sont très éloignées l'une de l'autre et qu'on n'a jamais observé d'accouplement ou de reproduction entre des individus de ces 2 populations, on ne sait pas si ces 2 espèces, considérées comme 2 espèces, sont interfécondes ou pas, c'est-à-dire si elles peuvent se reproduire entre elles. C'est intéressant. Merci. Est-ce qu'on sait s'il y a d'autres espèces de sélacanthes encore vivantes quelque part d'autre sur la planète? Alors, maintenant, le monde commence à être bien connu, le monde vivant, alors en particulier le monde terrestre. Par contre, le monde sous-marin reste encore à découvrir, en particulier dès qu'on dépasse les 60 mètres de profondeur. En 1937, par exemple, on a été persuadé que les sélacanthes avaient disparu il y a 70 millions d'années. Donc ça a été une surprise quand en 1938, un sélacanthe a été observé. Après, on était certain que les sélacanthes, jusque dans les années 1990, ne vivaient qu'aux Comores, dans l'archipel des Comores. Et donc ça a été une surprise qu'en 1997, un individu, et donc maintenant des populations, on le sait, sont présentes, en particulier donc à l'est de l'océan Indien, en Indonésie. Donc il ne faut jamais dire jamais, effectivement. Il y a des grandes chances qu'on trouve d'autres petites populations le long du canal du Mozambique, le long également donc de la marge nord et est de l'océan Indien. Maintenant, trouver des populations de sélacanthes en Bretagne ou dans le golfe du Mexique, pourquoi pas finalement? Franchement, avec le sélacanthe, on a eu tellement de surprises et tellement de rebondissements. Non, mais les scientifiques sont à chaque fois très surpris de penser savoir et connaître des choses sur les sélacanthes, et puis des nouvelles découvertes fait que toutes nos hypothèses tombent à plat. Donc je m'aventurerai pas à dire qu'on trouvera jamais d'autres espèces de sélacanthes, mais on pourra certainement trouver d'autres populations de sélacanthes au sein de l'océan Indien. Et donc, en quoi l'observation d'Alexis, elle est majeure dans toute la recherche autour du sélacanthe? Alors elle est majeure pour nous scientifiques qui nous intéressons à la biologie, au comportement, à l'environnement, à la conservation et puis même à l'histoire évolutive des sélacanthes. En tant que paléontologue, par exemple, j'ai commencé et je continue à travailler sur les sélacanthes fossiles, donc ce sont des restes osseux fossilisés. Donc j'ai très peu d'informations finalement sur à quoi pouvaient ressembler les sélacanthes du passé, à part effectivement leur squelette. Par la suite, je me suis intéressé donc aux sélacanthes actuels et au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Nous avons la chance donc d'avoir une collection de sélacanthes historiques. Et donc j'ai pu étudier la biologie des sélacanthes, mais sur des sélacanthes conservés en formol ou en alcool. Donc c'était très riche d'informations, mais tout ça reste un petit peu fixe, quoi. Ça bouge pas beaucoup tout ça. Et surtout, on avait très très peu d'informations sur les sélacanthes dans leur milieu de vie, comment ils se déplacent, quel est leur rythme de vie, est-ce qu'ils sont rapides, est-ce qu'ils sont lents.
quels sont leurs comportements familiaux, etc. Dans les années 80, à partir de 1986, il y a eu des plongées avec des sous-marins qui ont pris donc des images, des films de sélacantes dans leur environnement de vie. C'était déjà une première étape intéressante. Par contre, les sélacantes sont très perturbés finalement quand ils sont suivis par un équipement motorisé avec des lumières fortes, etc. Donc la plupart des films montraient finalement une queue de sélacante en train de partir dans le lointain du profond, et parfois quelques belles images, mais on sentait que les sélacantes n'étaient pas dans un comportement normal. Et puis dans les années 2000, il y a eu la première rencontre entre un plongeur profond et un sélacante. Et là, effectivement, comme le sélacante en plus est un animal qui est relativement indolent, qui n'a pas peur de l'homme du tout, les hommes peuvent s'approcher très près des sélacantes, quitte à le toucher, même s'il faut éviter de le toucher, d'être vraiment très très proche de lui, de pouvoir le prendre en photo, de faire des films très précis, de mettre des protocoles scientifiques qui sont les moins dangereux, les moins invasifs pour les sélacantes. Et ça, c'est une richesse d'informations absolument énorme pour les scientifiques, même si on a encore beaucoup de choses, beaucoup de questions sur la biologie, le comportement, la durée de vie, les migrations, etc. On a encore beaucoup de questions qui nous sont absolument primordiales pour mettre en place les meilleures politiques de conservation, là où sont ces populations. Ce qui me fascinait, c'était qu'ils soient capables d'aller à des endroits où personne n'allait et à ramener des images complètement hallucinantes, tout en ouvrant les portes au monde scientifique également, pour mener des expérimentations, mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et puis voilà, c'est resté dans un coin de ma tête jusqu'à ce que j'arrive en Indonésie. On imagine que les sélacantes qui sont observées aujourd'hui sont parfaitement identiques aux sélacantes qui vivaient à la préhistoire. En quoi est-ce qu'ils diffèrent? Est-ce que c'est la taille, la morphologie en général ou d'autres facteurs? Alors effectivement, les sélacantes actuelles, donc le genre Latimeria, avec les deux espèces, Latimeria calumnae et Latimeria menadoensis, sont morphologiquement, parce que là je ne vais parler que de morphologie, parce que les sélacantes fossiles, on ne peut reconstituer que leur morphologie. Ils ont une morphologie qui est différente de celle des sélacantes du passé. Là où c'est intéressant pour les sélacantes du passé, c'est que c'est un groupe, les sélacantes, qui existe depuis 420 millions d'années à peu près, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une longue histoire évolutive, avec plein d'espèces. Il y a plus de 150 espèces de sélacantes fossiles connues, avec des morphologies très différentes. Certains ont des formes très allongées, un peu comme des anguilles. Certains sont tout petits, à l'état adulte, même pas 20 cm. D'autres pouvaient faire jusqu'à 7 mètres de long à l'état adulte. Et actuellement, les sélacantes, on les connaît donc dans le monde marin profond, alors que l'environnement de dépôt, donc là où ils sont morts, il y a donc plusieurs millions d'années, ça pouvait être en mer, en bord de mer, sur le littoral, ça pouvait être dans les estuaires, ça pouvait être dans les fleuves et dans les lacs. On connaît aussi donc des sélacantes lacustres fossiles. Donc une très grande richesse, une très grande diversité d'espèces, de formes et également de milieux de vie. Même si aujourd'hui, effectivement, on n'a que cette petite fenêtre, cette petite connaissance sur la forme, la taille. 2 mètres, c'est quand même, pour les sélacantes actuelles, c'est déjà une belle taille. Et effectivement, un environnement qui nous semble un peu surprenant pour ces sélacantes de vivre aussi profondément. Je vais peut-être poursuivre aussi sur le fait qu'il est difficile de voir les différences génétiques et physiologiques, évidemment, entre les sélacantes actuelles et les sélacantes du passé, parce qu'on n'a pas les muscles, on n'a pas le sang, on n'a pas l'ADN. Par contre, il y a une différence importante, c'est que les sélacantes du passé avaient quasiment tous un poumon fonctionnel et des branchies. C'est-à-dire qu'ils pouvaient vivre dans différents environnements aquatiques, respirer, entre guillemets, l'oxygène dissous dans l'eau avec leurs branchies, mais si le milieu était trop pauvre en oxygène, en particulier dans les estuaires ou dans les lacs ou dans les fleuves, ils pouvaient venir à la surface prendre une goulée d'air. Aujourd'hui, le sélacante actuel n'a pas de poumon fonctionnel. Il a un reste de poumon, il a un tout petit poumon qui n'est plus utilisé parce qu'il ne revient pas à la surface pour prendre de goulées d'air. Il a des branchies qui lui suffisent à respirer donc l'oxygène dissous dans l'eau dans ces milieux relativement profonds et bien oxygénés du monde marin. Mais comment on peut savoir que les sélacantes avant, ils avaient un poumon et des branchies? C'est une très bonne question. On le sait parce que, étonnamment, les sélacantes fossiles avaient un poumon ossifié. Donc il y avait un organe pulmonaire, un petit peu comme on a nous, donc c'est un sac aérien très richement irrigué pour pouvoir faire des échanges entre le milieu aérien et le milieu sanguin. Mais ce poumon était protégé dans une sorte de coque composée de plaques osseuses. Et ce qu'on retrouve, ce sont ces plaques osseuses fossilisées à l'intérieur de la cavité abdominale des sélacantes fossiles. C'est super intéressant. Est-ce qu'on peut voir ça au musée ou pas? Les fossiles, tout ce qui concerne les sélacantes. Tout ce qui concerne les sélacantes, alors le Muséum de Paris, comme je disais, il a la chance, même si c'est pas une chance pour les sélacantes, mais il a la chance d'avoir une très belle collection de sélacantes
actuels, conservés donc en fluide, en alcool ou en formol. Par contre, au niveau des sélacantes fossiles, on n'est pas très riche. Au niveau des collections de paléontologie du muséum, on a par contre des moulages. On travaille avec des collègues de différents pays qui, dans leur pays, ont trouvé des sélacantes fossiles. Donc ça peut être la Russie, ça peut être l'Australie, ça peut être le Brésil. Et donc chacun de ces pays a dans ses collections de magnifiques sélacantes fossilisées. Et c'est sur ces spécimens-là qu'on travaille. Si vous voulez venir au Muséum de Paris, c'est avec grande joie que vous accueillerez dans la galerie de paléontologie. Il y a 1 ou 2 spécimens qui sont présentés. Puis dans les collections, on pourra effectivement aller voir aussi les sélacantes actuelles qui sont conservées en formol. On a des juvéniles, on a des adultes, etc. On a même des œufs de sélacantes. Waouh! Ah bah alors, il faut qu'on vienne. Quand vous voulez, avec plaisir. Il faut qu'on organise ça. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir, mais cet été en plongée, on a pu voir des beaux mérous. Et j'ai trouvé que les mérous, ça ressemblait un petit peu aux sélacantes. Alors, est-ce que c'est juste parce qu'ils ont une forme qui ressemble un peu, ou est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, génétiquement ou de lié peut-être? Alors les mérous, non, il n'y a pas du tout de relation de parenté entre les mérous et les sélacantes. Ils ont un air un petit peu massif aussi, une gueule assez importante avec des grosses écailles. C'est vraiment ce qu'on appelle une convergence morphologique, c'est-à-dire que ça se ressemble fortement, mais ça n'a absolument aucune relation de parenté. C'est vraiment très éloigné. Par exemple, c'est un peu surprenant, mais les sélacantes sont plus proches d'un point de vue relation de parenté de toi qu'ils ne le sont des mérous. Ça c'est ça c'est un petit peu un petit peu plus complexe, mais même si le sélacanthe actuel ne nous ressemble pas, même si effectivement il a les attributs d'un poisson, c'est-à-dire que il vit dans l'eau, il a des branchies, il a des écailles, il a un corps fusiforme, etc. Il a des caractères qui le rapprochent plus des vertébrés terrestres. Donc les vertébrés terrestres, ce sont les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, et donc nous. Et donc il est plus proche, d'un point de vue relation de parenté, des vertébrés terrestres que des autres poissons, qu'on appelle classiquement les actinoptérygiens, c'est les poissons à nageoires rayonnées, et là c'est le thon, le poisson rouge, le mérou, la truite, etc. J'y aurais pas pensé. Non, et en fait le sélacanthe, c'est quelque part notre plus proche cousin marin. Pourtant, on lui ressemble pas trop. Moins que le mérou, je trouve. Oui, moi je suis d'accord. Si on retourne un petit peu et qu'on regarde notre généalogie, les sélacantes sont nos plus proches cousins marins. Mais encore une fois, c'est l'évolution qui donne des convergences de forme par rapport aux contraintes d'un milieu. Il y a des adaptations morphologiques. Et un des classiques, par exemple, c'est, puisque vous vous intéressez au monde marin, c'est par exemple la ressemblance entre les dauphins, les espadons et les ichthyosaures. Donc si vous visualisez effectivement un dauphin, le dauphin est un mammifère, donc c'est un animal qui, au cours de son évolution, venait de l'organisme terrestre et a fait un retour à l'eau. Donc le dauphin est un mammifère. L'espadon, donc c'est un actinoptérygien, c'est vraiment un poisson classique. Et les ichthyosaures, donc c'est parmi le groupe des reptiles, c'est aussi un retour à l'eau d'un certain groupe de reptiles. Donc aucune histoire évolutive proche, et pourtant quand on les regarde de loin, leur morphologie semble très similaire. Donc là c'est un petit peu pareil pour les sélacantes et pour le mérou. Est-ce qu'on a une idée de la taille de la population, que ce soit en Indonésie ou en Afrique? C'est difficile d'avoir une idée parce que, donc, comme vous savez, leur milieu de vie est à généralement plus de 120 mètres de profondeur, jusqu'à 200 mètres de profondeur aux Comores. Et donc, c'est difficile de suivre les populations, vraiment de les identifier. Et à chaque fois, ce sont quand même des petites populations qui sont mises en évidence, en nombre d'individus. Ok. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a environ entre 35 et 40 individus donc au large de Soluana, en Afrique du Sud. Aux Comores, c'est la plus grande population estimée à 300 ou 400 individus, ce qui n'est pas beaucoup. Le long du canal du Mozambique, on sait qu'il y en a au large de la Tanzanie, mais là, la population n'est pas bien identifiée en nombre d'individus. Au large du Madagascar aussi. Donc là, c'est pareil, quelques dizaines, sans doute, voire centaines d'individus, mais il va falloir explorer ces régions un peu plus fortement. Après, il y a eu quelques signalements au Mozambique, par exemple, et au Kenya. Donc c'est à peu près tout ce qu'on connaît. Il nous a toujours surpris. On pensait unique à l'Union des Comores pendant très longtemps, une seule population. On découvre maintenant qu'il est quand même réparti le long de l'océan Indien. On pensait qu'il ne pouvait pas faire plus de 6 ou 7 bébés. On a retrouvé des femelles avec 26 bébés. Donc les scientifiques se trompent continuellement. D'avoir ces énigmes-là, c'est comme un jeu finalement, et en même temps frustrant parce qu'on sait que toute une carrière ne suffira pas à résoudre l'ensemble des questions qu'on se pose sur les sélacantes. Du côté Indonésie, les découvertes, encore une fois, sont récentes, et
C'est difficile aussi donc d'avoir une information parce que Alexis en parlait tout à l'heure, il y a la possibilité d'identifier individuellement chacun des sélacantes de par la répartition des taches blanches qui sont sur le corps. Mais parfois, les sélacantes sont un peu trop loin, ou on n'a que la vue gauche et pas la vue droite. Donc parfois, on peut peut-être compter au même endroit 2 fois le même individu. Donc il y a beaucoup d'inconnus. Pour faire court, les sélacantes sont quand même des animaux qui sont en grand danger d'extinction, même s'ils sont protégés. Même si on fait un décompte précis, et même si on aura peut-être la chance de découvrir d'autres populations de sélacantes, et sans doute dans l'océan Indien, les populations restent vraiment très modiques et très faibles en nombre d'individus. Et on sait que généralement, quand il y a une population qui devient trop faible en nombre d'individus, il y a des problèmes de santé qui peuvent apparaître, moins de réactions fortes immunitaires en cas de maladie et autres. On a une difficulté aussi à apprécier le renouvellement des populations et du flux génétique entre les populations de sélacantes. On a appris récemment que les sélacantes ont une maturité sexuelle qui est très tardive, autour de 50 ans, et une gestation des petits qui est très longue aussi, parmi la plus longue du monde animal, jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire que les petits restent dans le ventre de la maman pendant 5 ans. Ce qui fragilise beaucoup cette population, en particulier quand il y a des captures accidentelles, par exemple au niveau de la pêche locale ou même de la pêche intensive, et également la fragilisation de leur environnement avec des pollutions de type biocontaminants ou métaux lourds et plastique aussi beaucoup. Comment est-ce qu'on peut estimer la taille des populations? Ah ben là, c'est ça la difficulté. Actuellement, c'est essentiellement de l'observation, donc avec ces prises de vue, prises par des sous-marins automatisés ou des sous-marins habités ou avec des plongeurs profonds. Il y a des sortes de catalogues, effectivement, des sélacantes avec leur vue droite, leur vue gauche, donc on peut les compter individuellement. Mais il y a eu trop peu de plongées jusqu'à maintenant pour avoir une idée parfaite de la composition de leur population. Après, il y a d'autres techniques aussi, qui est la technique ADN, donc ADN environnemental en particulier, qui sont aussi en plein développement et qui, dans les environnements qui pourraient être des habitats préférentiels pour les sélacantes, permettent, en faisant des prélèvements d'eau, d'étudier l'ADN, donc les petits fragments d'ADN qui sont présents dans l'eau, et d'identifier parmi la masse d'ADN de différents organismes, ça peut être les éponges, ça peut être les mérous, etc., d'identifier s'il y a de l'ADN de sélacantes qui est présent donc dans ces prélèvements d'eau. Mais ça aussi, c'est des techniques qui sont encore en plein développement et qui nécessitent énormément de prélèvements et énormément d'analyses pour se faire une meilleure idée de la réelle répartition des sélacantes actuelles dans l'océan Indien en particulier. Ouais. Et est-ce qu'on sait ce que ça mange un sélacanthe? On sait ce que ça mange, alors on n'a jamais vu de sélacanthe manger quelque chose. Par contre, malheureusement, un certain nombre ont été pêchés, capturés, en particulier de 1952 à 1975 aux Comores. C'est là où il y a eu le plus de captures de sélacantes. Et en ouvrant simplement, en disséquant les sélacantes et en observant le contenu stomacal, donc ce qui est présent dans leur estomac. Et donc on a une petite liste d'organismes. En fait, ils ont l'air de manger à peu près tout ce qui passe à portée de leur museau dès que ça dépasse les 30 cm de longueur, entre 30, 40, 50 cm. Donc ils avalent les proies entières, parce qu'on les retrouve entières dans leur estomac, absolument pas découpées ou mâchouillées. Et là, donc, il y a des poissons profonds, les Bérix, par exemple, qu'on peut retrouver dans leur estomac. Des petits requins aussi qui ont été trouvés, des seiches. Je crois que c'est à peu près tout. Tu nous dis qu'il y a beaucoup de sélacantes qui ont été malheureusement pêchés, mais donc ils sont pêchés entre 120 et 200 mètres? Oui. Alors là, il y a deux techniques, entre guillemets, il y a la pêche intensive depuis les années 90, donc ça c'est les grands chaluts avec des filets à requins ou filets à crevettes qui peuvent descendre jusqu'à 1000 mètres, et donc là on sait qu'il y a eu beaucoup de captures. Parfois on a eu des informations que certains sélacantes avaient été ramenés dans ces filets, parfois on n'a pas l'information parce que ce n'est pas divulgué, donc c'est très difficile de savoir, d'avoir une réelle idée de l'impact de la pêche intensive. Quand même, la bonne nouvelle, c'est que les sélacantes sont souvent le long de pentes abruptes, rocheuses, donc la pêche intensive n'aime pas trop ça parce qu'ils accrochent leur filet, mais on sait qu'il y a des captures régulières. Après, ce qui est aussi incroyable, c'est que, en particulier aux Comores, les sélacantes sont pêchées depuis toujours. Les Comoriens connaissaient les sélacantes bien avant 1952, avant qu'ils ne soient identifiés finalement, entre guillemets, par le monde occidental. Déjà dans les années 50 aux Comores, ce qu'ils font toujours, les pêcheurs partaient sur des petites pirogues à balancier, la nuit, avec des kilomètres de fils qu'ils fabriquaient eux-mêmes, avec des gros hameçons, et ils partent pêcher la nuit pour pêcher un poisson qui est comestible, qu'on appelle le ruvet. Ce ruvet, comme il vit dans les mêmes environnements à peu près que le sélacanthe, aux alentours de 200 mètres,
Parfois, c'est un sélacanthe qui mordait l'hameçon, donc il le ramenait. Et c'est pas du tout intéressant pour eux de pêcher et d'aller à la pêche au sélacanthe parce que c'est immangeable. Donc en fait, quand ils en ramenaient un, ils s'en servaient pour nourrir les chiens ou autres. Ou on a appris aussi que parfois ils utilisaient les écailles des sélacanthes, qui sont très râpeuses, comme papier abrasif, par exemple, pour mettre les rustines sur les pneus de vélo dans les années 50-60. Mais pas beaucoup d'utilisation du sélacanthe. Donc aucun intérêt pour les Comoriens de pêcher et d'aller à la pêche au sélacanthe. C'était des captures accidentelles, qui aussi très certainement a favorisé le maintien des sélacanthes dans ces régions-là, parce qu'ils n'étaient pas ciblés du tout. Ouais. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on imagine que si, en plus de ça, il pouvait avoir des utilités pour les humains, que l'espèce serait encore plus menacée. Exactement. Ouais, oui. Alors là, maintenant, la menace est indirecte, même si elle vient encore de nous, avec, encore une fois, la pollution qui accède et qui est vraiment présente, visible dans ces populations considérées comme profondes. Alors les sélacanthes, souvent on dit c'est des poissons profonds, des abysses, mais c'est pas vrai du tout. Les abysses, c'est à partir de 800 000 mètres de profondeur, et ça va jusqu'à 10 000 mètres. Là, les sélacanthes, ils sont de 120 à 400 mètres de profondeur. Mais effectivement, c'est un environnement difficile d'accès pour l'homme. Et une pollution qui, du rivage, on n'imagine pas, en fait. Ouais. Mais il y a une pollution vraiment extrême dans ces environnements, avec la pollution donc sonore aussi, parce qu'il y a très souvent des bateaux à moteur maintenant qui passent quelques centaines de mètres au-dessus d'eux, et on l'entend très très bien. Et ça aussi, l'impact sonore, on a du mal à l'estimer sur les populations de sélacanthes. Et puis, encore une fois, donc la pollution entre guillemets invisible des biocontaminants, des métaux lourds, mais surtout visible. Et là, elle est réellement visible, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit aux Comores, que ce soit en Indonésie, avec des restes plastiques flottants ou des filets pris sur des rochers, etc., qui ont un impact fort. En 2012, il y a un sélacanthe qui a été pêché en Indonésie, près de la surface. Il était moribond, mourant. Et donc, ils l'ont disséqué par la suite. Et à l'intérieur, il y avait 2 sacs plastiques de petite taille, en fait, des paquets de chips, mais qui ont complètement bouché l'intestin. Comme je disais tout à l'heure, en fait, on pense que dès qu'il y a quelque chose qui passe à proximité de son museau, pof, et qu'il a faim, il l'avale. Donc là, il a avalé un sac plastique. C'est allé directement dans son estomac. Mais l'intestin est très étroit et il est spiralé. Il est très très fin. Et ce sac plastique a bouché l'intestin, donc le sélacanthe ne pouvait plus se nourrir. Et donc il est mort à cause de l'ingestion de sac plastique. Mais ça, c'est une pollution qui nous est encore une fois très difficile à estimer, mais qui très certainement est assez catastrophique pour l'évolution des populations de sélacanthes. Je pensais pas qu'on retrouvait des paquets de chips à 120, 200, 300 mètres de profondeur. En fait, tout ce qu'on a sur Terre, au bout d'un moment, de toute façon, descend. Quand ça descend, ça va forcément dans les océans ou dans les mers. Et les sacs plastiques, effectivement, ne se dissolvent pas arriver dans l'eau. Tout dépend des plastiques, mais ça met des dizaines, des centaines de milliers d'années. Et donc, tout ce qu'on rejette, tout ce qu'on voit partir, un sac plastique ou une bouteille d'eau dans un port, on la retrouvera des années et des années plus tard, en particulier dans les fonds marins. Et c'est vrai, même dans les abysses. On retrouve dans les abysses des restes de pollution humaine, bien évidemment. Je sais pas si Alexis, parce que tu connais bien ces environnements, tu les as vus. Moi, je les ai pas vus, ou alors par caméra. T'as raison par rapport à la pollution plastique. C'est vrai que nous, à chaque plongée profonde qu'on fait, on voit du plastique en fait. Il n'y a pas une plongée où on n'a pas fait une observation de plastique, quoi. Donc clairement, il y a un impact. C'est exactement ce que tu disais, Gaël. Le plastique que tu vois à la surface, flotter sur les océans ou même sur les plages après une marée haute, c'est juste la partie émergée de l'iceberg en fait. 90% du plastique coule et on le retrouve notamment sur les récifs mésophotiques, sur les récifs profonds et notamment dans les environnements à sélacanthes. C'est vraiment un fléau. Et en plus d'impacter directement les sélacanthes, comme ce sélacanthe là de 2012, qui est malheureusement certainement pas le seul, qui a été victime du plastique qu'il a ingéré. T'as aussi le plastique qui détruit les habitats profonds, parce qu'en fait, on retrouve souvent des sacs ou des filets qui se collent sur des gorgones ou des coraux profonds, qui les font suffoquer, il y a des nécroses qui se développent et l'organisme finit par mourir. Alors certains sites sont plus impactés que d'autres. J'ai le souvenir notamment d'une plongée en 2022 et qu'on a refait ce site en 2024. On a plongé, on était à 120 mètres de fond, c'était une décharge. Et on était au milieu de nulle part, il y avait juste un tout petit village qui était à quelques dizaines de mètres de l'endroit où on plongeait. Mais en fait, comme ils n'ont pas de décharge, c'est des décharges à ciel ouvert, on va dire plutôt, et puis tout finit par arriver dans l'océan. Et ça coule. On retrouvait des habits, on a retrouvé un balai, on a retrouvé des chaussures, tout un tas de déchets en fait, qui venaient de simplement ce tout petit village-là. Mais on avait du coup des éponges, on avait des gorgones qui étaient mourantes parce qu'elles étaient complètement suffoquées par ces habits et ces autres déchets plastiques. C'est vraiment une réalité, malheureusement.
Et ça, c'est un point qui est, je trouve, hyper important parce que le grand public n'est pas informé, en fait, de ça. Et quand on parle plongée en Indonésie, en Malaisie ou au Costa Rica, on imagine toujours quelque chose de parfaitement pur, sans aucune altération humaine, alors que c'est absolument pas le cas. Donc on parle effectivement de la pollution dans les océans, on voit des cachalots effectivement avec des sacs plastiques qui sont pris dans leur mâchoire, des tortues aussi, bien évidemment, qui mangent des sacs plastiques en les prenant pour des méduses. Donc on voit tous ces impacts-là. On voit aussi donc souvent une accumulation de déchets flottants avec le 6e continent, etc. Mais il y a une autre partie qui n'est pas encore suffisamment diffusée auprès du public, c'est effectivement cette accumulation absolument gigantesque de tous nos déchets dans le fond des océans et quelle que soit la profondeur. Et ça, l'impact environnemental pour la biodiversité marine est immense parce que donc déjà il y a ce qu'on appelle la macro-pollution, donc des plastiques qu'on peut voir, qui apportent déjà des dégâts, en particulier sur les animaux de grande taille comme les tortues, les sélacantes, etc. Mais après ça se fragmente en microplastiques et là c'est l'ensemble de la biodiversité qui est atteinte. Ouais, ils ont retrouvé des particules de microplastique dans les coraux aussi, qui confondent ça avec du plancton, en fait. Ça rentre vraiment dans la chaîne alimentaire. On voit que les parties macro, mais on voit pas tout ce qui est micro, et on parle même pas du nanoparticule qui, elles, rentrent encore plus facilement. Et le problème du plastique, en fait, en milieu marin, c'est que le plastique est un problème, les micro-bouts de plastique sont des problèmes. Ils agissent un peu comme des aimants à polluants. T'as des polluants qui sont dissous dans l'eau qui vont venir se coller sur des particules de plastique qui ensuite vont être ingérées par un organisme. Donc en fait, l'organisme, il ingère non seulement du plastique, mais en plus les polluants qui sont venus se coller dessus. C'est un problème qu'on mesure pas encore pleinement, je pense, malheureusement. On a du mal à en prendre conscience en fait, parce qu'on se dit voilà, c'est pas quelques particules qui vont forcément nous impacter, mais en fait, si. Puis même ceux qui mangent pas de poisson, en fait, parce que tu peux avoir des écosystèmes qui s'effondrent dans certains cas les plus extrêmes quand tu as des pollutions trop importantes. Et dans ce cas-là, on dépend des océans pour plus que simplement l'alimentation. C'est important de garder ça en tête. Ouais. Ouais. Une chose qui est aussi marquante quand on voit la vidéo de Blancpain sur le sélacanthe ou quand on entend parler les gens qui ont participé à ces expéditions, c'est la portée émotionnelle pour vous tous. Laurent, Yannick Gentil ou Thibaut Roby, qu'on avait aussi accueillis ici, et même vous, Alexis et Gaël. D'ailleurs, Gaël, toi, tu l'as dit dans la vidéo, quand Laurent t'avait montré ses photos, tu avais presque les larmes aux yeux. Tout à l'heure, Alex, tu disais que tu avais encore des frissons en repensant à ta rencontre avec le sélacanthe. Donc, on voit que même si les animaux avaient déjà été observés par des robots ou des sous-marins, c'est quand même particulier quand c'est un plongeur, un homme finalement qui s'engage et qui va explorer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Gaël, vas-y, tu peux commencer. Alors moi, c'est peut-être encore plus difficile parce que j'ai jamais vu de sélacantes vivants en face de moi. Je n'ai pas la compétence pour pouvoir plonger et aller les voir dans l'environnement. Donc je vis entre guillemets ces aventures par procuration. Je suis sur le bateau où je vois le soir les films qui ont été réalisés, où on m'envoie les photos du jour. Et à chaque fois, c'est quand même une très grande émotion. Alors effectivement, je me suis souvent posé la question de pourquoi je suis tant attiré par le sélacanthe. Alors quelque part, ce qui me rassure, c'est que entre les doctorants, les collègues ou autres, tous ceux qui se sont approchés d'une façon ou d'une autre des sélacanthes sont assez rapidement devenus assez accros parce qu'on tombe sous le charme en fait des sélacanthes. Alors c'est compliqué à imaginer, d'abord parce que le sélacanthe en lui-même n'est pas un beau poisson, pas un beau petit poisson multicolore et incroyable, mais au contraire, il a même une mine plutôt patibulaire. Et pourtant, c'est un petit peu un charme à la Gainsbourg, il est pas très beau, mais alors on tombe sous son charme parce qu'il a plein de choses à nous raconter. J'ai juste une petite anecdote, si on a le temps. On avait fait passer un scanner à un sélacanthe dans un hôpital parisien, de nuit. On avait apporté le sélacanthe sur un brancard, donc il avait un drap. Et donc là, il y avait le radiologue, le directeur de l'établissement, des infirmières, etc. Avant d'enlever le drap, on explique que c'est un gros poisson dont on a besoin de connaître les structures internes, que c'est très rare. Et donc on enlève le drap, et là, je regardais tout le monde, et il y a vraiment eu, je sais pas, pendant 20 secondes, aucun bruit, et tout le monde avait la bouche ouverte, bouche bée, en faisant waouh. Et donc, j'étais un peu surpris parce que si on avait mis un gros mérou, je pense pas que ça aurait été le même effet. J'ai posé un petit peu des questions en disant mais alors, vous avez eu l'air d'être un peu impressionné parce qu'en plus c'est pas un très grand sélacanthe, il fait 1m30, c'est pas non plus un monstre, certains peuvent faire 2 mètres. Personne n'était capable effectivement de dire ce qui était surprenant, fascinant sur cet animal-là. Alors soit on me disait c'était les plaques osseuses, le côté préhistorique ou ces nageoires qui font comme des petits bras, ces grosses écailles, etc. Mais c'est un ensemble qui effectivement impressionne.
Moi, c'est venu progressivement aussi parce que j'ai travaillé donc sur les sélacantes fossiles, donc j'ai quelques os à ma disposition, donc je me rends pas compte effectivement donc à quoi pouvait ressembler et puis le côté impressionnant. Après, donc j'ai participé à des dissections virtuelles ou pas, mais en tout cas de sélacantes actuelles. J'ai pu la manipuler et voir effectivement la masse que c'est. C'est très musculeux, c'est très lourd. Et la morphologie aussi qu'ils ont, mais ce sont des animaux morts. Donc d'abord, il y a un côté qui est très triste. Et on se rend pas compte finalement de leur aspect ou du charme supplémentaire qu'ils peuvent apporter quand ils sont vivants. Et les films, et c'est là où il y a eu un bond important pour moi, c'est les films d'abord réalisés par Laurent Balesta et puis par Alexis, parce que c'est des films en couleur avec une qualité d'image qui est incroyable. Et là, on a vraiment l'impression d'être en phase 2. Et du coup, c'est un animal qui est radicalement différent même de ce que je pouvais imaginer quand j'essayais de l'imaginer dans son environnement. Il est bien plus beau, il est plus souriant, il est plus mystérieux encore. Et effectivement, il y a aussi le côté pour moi scientifique, c'est-à-dire que c'est un animal qui est proche parent des vertébrés terrestres et donc qui peut m'apporter aussi des informations sur le fait qu'on est quand même quelque part de lointains cousins, si on se ressemble pas beaucoup. Et donc toute l'histoire évolutive qu'il y a pu y avoir, toutes les transformations entre un animal de type poisson et un animal de type vertébré terrestre. Et le sélacanthe actuel peut nous apporter des informations importantes, comme la présence d'un poumon dont je parlais tout à l'heure, qui est aussi remarquable et qui va aussi dans le sens de cette proximité de relation de parenté que nous pouvons avoir avec lui. Et puis, encore une fois, c'est toute cette histoire assez incroyable depuis que le sélacanthe a été découvert dans les années 1938 précisément, avec à chaque fois des hypothèses des scientifiques qui se mettaient d'accord au niveau international et puis une découverte ou une observation quelques années plus tard qui a cassé complètement l'hypothèse de départ sur les sélacanthes et à chaque fois, on n'a que des doutes sur le sélacanthe et encore beaucoup de questions non résolues. Et c'est un petit peu le jeu aussi du chercheur finalement d'essayer de résoudre des énigmes ou de consolider ou d'affirmer des hypothèses. C'est très ludique, c'est très sympa. J'aime bien mon métier, ça va. So we found it. No. Yes. Incroyable. Et toi, Alexis? Eh ben ouais, c'est un peu comme ce que dit Gaël. Enfin pour moi, c'est un peu un package. Il y a tout le côté historique qui vient avec le sélacanthe, même préhistorique. Et il y a tout cet aspect, un peu mythique de cet animal qu'on croyait disparu, qui en fait ne l'était pas. Et puis le côté inaccessible, tu vois, de pouvoir avoir la chance de plonger avec ces animaux-là, ça demande quand même beaucoup d'engagement. Et quand tu tombes face à face avec un sélacanthe, tu peux être sûr que c'est pas un mérou, quoi. Effectivement. Ça a rien à voir, quoi. Pourtant, tu vois, en Indonésie, moi, j'ai fait des centaines de plongées avec des poissons incroyables. On est au cœur de la biodiversité marine en Indonésie et au centre du triangle de corail, donc t'as une diversité énorme. Et pourtant, un sélacanthe, c'est unique. Il y a rien qui lui ressemble. Et je sais pas si c'est effectivement ce look un peu préhistorique, très trapu. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment marqué quand je suis tombé nez à nez avec sur cette première plongée avec Julien, c'est déjà l'œil, ce gros œil vert là, qui est quand même très particulier. Et puis la façon de se mouvoir, de bouger ses nageoires qui sont pédonculées, c'est vraiment unique. Je sais pas, c'est très bizarre. Et puis c'est un animal qui va pas s'enfuir face à toi. Donc il reste là, tu te demandes qui observe qui au final. C'est très difficile à décrire pourquoi est-ce que tu tombes un peu en fascination, en admiration. Et t'as envie de contempler, hein. Nous, on a fait des photos. C'était d'ailleurs un peu frustrant parce que t'as que quelques minutes à ces profondeurs-là. Il fallait impérativement qu'on fasse des photos. Et t'as pas vraiment le temps de profiter de l'animal et de le contempler. Ça m'arrive très régulièrement, chaque semaine, de re-regarder ces photos qu'on a fait ou de regarder les films. Et t'aimerais pouvoir prendre ce temps-là en présence de l'animal, mais tu peux pas. Ça te laisse vraiment pas indifférent, clairement. Et puis, je pense que tu poserais la question à Julien ou à n'importe quel plongeur, je pense que Laurent, Thibaut, Yannick ont aussi parlé du sélacanthe quand tu les as interviewés et je pense pas qu'ils aient été indifférents aussi à l'animal. Mais de là à l'expliquer exactement, je sais pas. C'est pas comme une baleine ou un dauphin où tu peux arriver à trouver des mots peut-être plus précis. Je pense que c'est un animal vraiment unique. Ouais. C'est quelque chose à vivre. Pour le comprendre, je veux dire. Qui s'explique pas forcément. Oui, c'est ça, ouais. Je pense que tu as différents niveaux d'émotion, en fait. Gaël, il a quand même eu la chance d'être sur les expéditions Gombessa, où quand vous aviez fait ces observations, quand même, c'était une grande première mondiale que des plongeurs puissent photographier et étudier le sélacanthe dans son environnement naturel. On le voit d'ailleurs bien dans le documentaire. Mais voilà, donc déjà, tu as ce degré-là quand tu vois pas l'animal en vrai, mais que tu sais qu'il est là à quelques dizaines, centaines de mètres sous ton bateau.
Mais effectivement, quand tu le vois en vrai, c'est un niveau au-dessus, je pense, des émotions qui se bousculent un peu, quoi. Gaël, depuis que tu travailles sur le sélacanthe, est-ce que tu t'es mis à la plongée? Non. Alors j'adore faire du snorkeling. On a fait les baptêmes en famille à droite à gauche. Voilà. Ma fille poursuit. J'ai une fille effectivement qui poursuit la plongée bouteille, mais moi non. Merci beaucoup Gaël, on a été ravis de t'accueillir et on espère qu'on pourra prochainement te rendre visite au Muséum national d'histoire naturelle. Mais avec grand plaisir. Merci à vous surtout de diffuser des sujets comme cela. À bientôt. Au revoir. Bientôt, À ouais. bientôt. Et donc, ce sont des plongées qui sont très profondes et très engagées. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cet aspect plongée de tes aventures, les profondeurs, la décompression, l'équipement, etc. Oui, alors c'est des plongées donc effectivement qui se passent en dessous de 100 mètres de profondeur. Donc en fait, à l'échelle de l'océan, c'est rien, mais pour nous, c'est très profond. Donc ça demande évidemment une formation suffisante et un entraînement et une expérience suffisante avant de pouvoir prétendre à aller à ces profondeurs-là. Et puis on utilise évidemment un équipement particulier. On ne fait pas de plongée circuit ouvert. On utilise un recycleur à circuit fermé. Et en plus de ça, on a tout l'équipement, donc photo, vidéo, scientifique. Et puis on emporte des blocs de secours. Parce que comme ce sont des plongées très profondes, on va avoir des temps de décompression extrêmement longs. Donc ça veut dire que pendant 4 heures, 5 heures, on va pas pouvoir sortir de l'eau. Il va falloir attendre 4 ou 5 heures avant d'avoir le droit de sortir. Ça veut dire que tout problème qui pourrait arriver quand tu es sous l'eau, il faut que tu puisses le résoudre sous l'eau. Tu peux pas sortir, aller chercher de l'aide ou voilà. Donc il faut qu'on emporte de l'équipement qui nous permettrait, si jamais notre recycleur par exemple tombait en panne, ou si par exemple on avait une fuite qui nous faisait rentrer de l'eau dans le recycleur et que le recycleur devenait inutilisable, il faut qu'on puisse quand même finir ces très longs paliers de décompression. Donc c'est pour ça qu'on emporte des bail-out, donc c'est des blocs de plongée classiques qui sont remplis de mélanges particuliers en fonction des profondeurs auxquelles on va. Ces blocs-là nous permettent, si jamais on a un problème avec le recycleur, de pouvoir finir la décompression. Parce qu'encore une fois, on n'a pas le droit de sortir de l'eau avant que la décompression est terminée. Donc tout ça fait qu'on a un volume d'équipement très important. On utilise des ordinateurs de plongée qui nous dictent nos paliers, quelle profondeur va être le premier palier, combien de temps y rester, etc. Et c'est les ordinateurs qui nous disent quand est-ce qu'on a le droit de sortir de l'eau, quand est-ce que c'est sûr pour nous de sortir de l'eau. C'est des plongées qui sont quand même assez complexes à organiser. D'un point de vue logistique, il faut évidemment envoyer beaucoup de matériel sur place. Et il faut également qu'on ait de l'hélium, parce qu'on n'utilise pas des mélanges gazeux classiques, c'est pas de l'air qu'on respire à ces profondeurs-là. On utilise des mélanges qu'on appelle trimix, c'est-à-dire un mélange d'oxygène, d'azote et d'hélium. On a des mélanges même trimix qu'on appelle hypoxiques, avec un très faible pourcentage d'oxygène, puisque l'oxygène devient toxique au-delà d'une certaine profondeur. Pour les plongées les plus profondes, on n'a que 5-6% d'oxygène dans le mélange. C'est des plongées donc qui demandent beaucoup de préparation en amont et beaucoup de rigueur aussi. Surtout que nous, on a la particularité dans ces missions-là, en tout cas, d'être dans des zones très reculées. Et donc, on est très loin du premier hôpital, du premier caisson de recompression. On essaye vraiment de minimiser les risques au maximum. À quelle fréquence est-ce que vous plongez pendant l'expédition? C'est une plongée par jour? Oui, sur les plongées au-delà de 80 mètres, même de 70 mètres, c'est une plongée par jour. Et puis, comme on est en zone reculée, comme je disais, pour minimiser encore plus les risques, on essaye de faire un jour de pause tous les 4-5 jours de plongée pour laisser le corps se reposer, se remettre un petit peu à zéro. Ça doit être super fatigant. C'est fatigant parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps dans l'eau, on a beaucoup de matériel, on transporte pas mal de matériel, même si une fois qu'on est dans l'eau, le matériel, il pèse plus rien, mais pas très hydrodynamique, donc ça demande quand même un peu des efforts, etc. Puis physiologiquement, en fait, ça nous fatigue, effectivement. Mais moi, je suis moins fatigué après une plongée à 160 mètres ou 150 mètres qu'après avoir fait 3-4 plongées par jour pendant une semaine. Et puis, on utilise des mélanges gazeux très spéciaux qui font qu'on n'est pas aussi narcosé qu'on devrait l'être à ces profondeurs-là. Donc, on est quand même plutôt bien. Mais c'est vrai que le rythme est intensif. Et il y a une différence entre faire une plongée profonde de temps en temps et faire 30 jours en mer sur un bateau à enchaîner les plongées profondes quasiment quotidiennement.
On a beaucoup parlé du côté biologie, mais en plus d'être biologiste, tu es aussi photographe. On invite d'ailleurs nos auditeurs à aller voir ton site internet sur lequel il y a de très belles photos. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du matériel que tu utilises pour tes photos sous-marines? Merci déjà, mais c'est de la photo amateur comparé à certains autres photographes. Et d'ailleurs, le site internet, faudrait que je le remette à jour parce que ça fait quand même des années que j'y ai pas touché. Le matériel, moi, que j'utilise, donc, j'ai des appareils Nikon. Et puis, comme on va à des profondeurs quand même très engagées, très importantes, il nous faut des caissons un peu particuliers pour mettre autour de l'appareil photo. Donc, j'ai des caissons de la marque Sicam qui ont la particularité de faire des caissons qui vont jusqu'à 200 mètres de profondeur et des flashs également qui vont à ces profondeurs importantes. Pour ton matériel de plongée, quelle marque de recycleur tu utilises? Moi, j'utilise un recycleur Revo, comme Thibaut, Ouais. d'ailleurs, qui a été mon instructeur pour mon premier niveau de recycleur. Et j'en suis très content parce que j'en ai pas changé depuis. Est-ce que vous avez pu documenter toutes vos plongées avec de la vidéo? Est-ce qu'on peut par exemple imaginer avoir un petit film un de ces jours? Oui, on a beaucoup de rushs vidéo qu'on n'a pas encore utilisés. C'est l'objectif là dans les prochains 6 mois, 1 an, c'est de faire une petite vidéo au moins de 12 minutes. Parce que là, en fait, on repart en expédition en 2025, fin septembre, avec l'équipe. Donc l'idée, c'était, après cette expédition, on va essayer de monter un petit film de 12 minutes qui résumera un peu les expéditions de 2024 et 2025 sur le Sélacanthe. On a hâte de voir ça. Merci. Je vous enverrai un mail quand ce sera prêt. Ah, super. Comme tu nous l'as dit, tu n'as pas fait tout ça tout seul. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'équipe qui t'entoure, mais aussi de tes partenaires, qu'ils soient universitaires ou privés? Merci de poser la question parce que souvent, en fait, quand il y a des découvertes un peu comme ça ou des moments un peu forts, on a tendance à tout mettre sur celui qui a mis en place le projet. Mais en fait, il y a toute une équipe et ce genre de projet, ça peut pas voir le jour sans une équipe de gens passionnés. Sur l'équipe plongée profonde, maintenant on est 3 plongeurs. Il y a Julien qui était avec moi sur la mission de 2024 et maintenant donc on accueille Clément qui nous rejoint également. Et puis on a évidemment travaillé avec Marc Crane qui était aussi mon instructeur pour les niveaux de plongée profonde et avec qui on a commencé ces projets. Donc lui, il est instructeur basé sur Bali. Il y a ces gens-là pour la partie plongée profonde. Je travaille moi en partenariat avec l'université Udayana de Bali et l'université Patimura de Ambon. Donc ces scientifiques avec lesquels je travaille peuvent pas faire les plongées profondes évidemment, donc eux ils travaillent sur d'autres thématiques complémentaires, on va dire, notamment sur les récifs moins profonds parce que tout est connecté dans nos océans, hein, donc les récifs de surface ils sont connectés avec les récifs mésophotiques, donc on travaille un peu ensemble pour essayer de mettre un peu en lumière ces connectivités. C'est très important pour nous d'avoir des partenaires locaux, évidemment, parce que c'est finalement eux qui sont les garants de ces écosystèmes. Ces habitats leur appartiennent, donc c'est indispensable de travailler avec des locaux. Nous, on leur donne des clés, en fait, parce que malheureusement, ils n'ont pas encore de plongeurs certifiés pour faire ces plongées-là. On leur ouvre une fenêtre sur ces habitats profonds, mais les connaissances que eux ont de leur pays, des écosystèmes sur lesquels on travaille au sens large, c'est incomparable, donc c'est très important de travailler avec eux. Et puis en fait pour chapeauter un peu tout ça, parce que tu vois c'est une équipe pluridisciplinaire, on a plusieurs langages à bord, plusieurs religions, donc c'est quand même très diversifié. Il y a une personne qui lie un petit peu tout ça, c'est Priska qui a été sur nos projets depuis 2020. Et elle, donc, c'est une océanographe et elle travaille avec nous, elle nous aide à mettre en place ces expéditions, organiser la logistique, etc. Et puis, une fois qu'on est sur le bateau, elle fait le pont un petit peu entre toutes les équipes pour coordonner un peu tout le monde. Et puis, évidemment, on a les plongeurs de sécurité avec qui on a travaillé depuis pas mal de temps. L'équipe, on va dire, plongée profonde et Priska qui coordonne un peu tout ça, ça change pas. Après, on peut avoir des petits changements sur certains plongeurs qui s'ajoutent, qui s'enlèvent ici et là. Quant à nos partenaires, évidemment qu'on a des partenaires techniques sur le matériel parce que c'est des plongées un peu engagées, même carrément engagées. Et donc on peut pas se permettre d'avoir du matériel qui tient pas la route. Et donc on a identifié depuis toutes ces années des partenaires, pour certains qui nous suivent depuis nos débuts. Je sais pas si je dois te dire la liste. Bon, on veut bien que tu nous dises, ouais. Le partenaire principal de ces projets-là, d'un point de vue le soutien financier notamment, c'est Blancpain, qui nous suivent depuis 2020. Grâce à eux, on a pu mener ces projets un peu fous. Et puis après, on a nos partenaires donc scientifiques. Donc je l'ai dit, l'université Udayana, l'université Patimura.
qui sont des universités indonésiennes. Je travaille évidemment avec l'Agence nationale pour la recherche indonésienne qui donne les permis de recherche, etc. Et puis des fois, on fait des petits travaux pour eux également. Et puis d'un point de vue technique, donc moi j'utilise donc un recycleur Revo, on utilise des ordinateurs de Shearwater, on utilise des combinaisons étanches. Alors ça peut paraître un peu curieux parce qu'on est sous les tropiques, il fait chaud, et on se dit les combinaisons étanches c'est pour aller plonger dans l'Atlantique ou sous la glace. Mais en fait non, parce que comme on fait des plongées très longues, finalement tu te refroidis aussi dans l'eau au bout d'un moment, même si l'eau est chaude. Et puis la combinaison étanche, ça a un avantage, c'est que c'est une redondance de flottabilité. Si jamais tu as un problème avec ton gilet du recycleur, la combinaison étanche peut jouer un rôle là-dessus. Donc voilà, c'est un élément de sécurité. Ça améliore également la décompression parce que finalement, si tu plonges en combinaison humide sur des plongées très longues, t'as chaud au début, mais sur la fin, tu commences un peu à avoir froid, alors que c'est sur la fin, il faudrait pas que tu te refroidisses parce que t'es dans la période de décompression. Donc grâce aux combinaisons étanches, en fait, on reste chaud jusqu'à la fin de la plongée. Et donc sur les combinaisons étanches, on travaille avec SF Tech, une société suisse. Et puis tu as vu qu'aussi sur les plongées, on a des scooters, des propulseurs sous-marins. Et on travaille avec Seacraft. Ces scooters sous-marins, en fait, ça nous sert à plein de choses. Déjà, tu vois qu'on a beaucoup d'équipements, on n'est pas du tout hydrodynamique. Donc ça nous facilite le déplacement, on se fatigue moins. On arrive plus rapidement au fond, on peut couvrir des distances plus grandes. Donc c'est très bien d'un point de vue exploration parce qu'en une plongée, même si on n'a que 10 minutes à 160 mètres, on peut arriver à faire quand même une distance raisonnable. Et puis très souvent sur les sites qu'on plonge, on fait face à des forts courants. Et donc les scooters nous permettent de limiter la dérive, voire de stopper la dérive si c'est pas trop fort. C'est un moyen de sécurité très important sur nos plongées profondes. En vidéo, on utilise des lumières de chez Keldan parce qu'ils ont des éclairages qui vont à ces profondeurs-là et qui produisent une bonne qualité de lumière. Donc ça, c'est important pour nous. Après, on a Dan Europe, l'association qui assure les plongeurs. Donc eux, ils soutiennent aussi nos projets en nous offrant des assurances lors de ces plongées profondes. Et puis après, j'ai mon collègue Marc Crane qui a une société qui s'appelle Tech Deep Asia. C'est grâce à lui que je peux avoir de la chaux pour les recycleurs parce qu'en Indonésie, c'est pas facile d'avoir accès à ce genre de choses-là. Okay. Tu nous as parlé de Blancpain qui a vraiment une action qu'on trouve incroyable dans le domaine de la plongée et de l'exploration sous-marine. Ils soutiennent et supportent plusieurs recherches et expéditions qu'on adore. Donc, on tient vraiment à les remercier pour ça. S'ils nous écoutent, on serait très content d'accueillir un jour Marc Hayek pour le remercier en personne et l'entendre nous parler de sa passion pour le monde sous-marin. L'invitation est lancée. On remercie aussi la généreuse personne dont tu nous as parlé tout à l'heure qui t'a mis un bateau à disposition pour que tu puisses librement mener ton expédition. Ouais, on peut même le citer, hein, c'est Steven Watson. Merci à lui. On le remercie aussi. Alexis, cette découverte, elle a soulevé des problématiques qui deviennent systématiques aujourd'hui, la conservation et l'éthique. Oui. On a pu voir que vous êtes resté assez vague sur la localisation exacte de l'observation, d'abord par une crainte de la mise en place d'une sorte de tourisme animalier. C'est malheureusement une chose à laquelle il faut penser parce que beaucoup de cétacés aujourd'hui semblent souffrir de l'abondance de touristes venus pour les observer. On a vu des vidéos folles de safari au Kenya où on se croirait vraiment sur le périphérique à Paris, aux heures de pointe. Et il y a aussi la mode des voyages en Antarctique ou en Norvège pour nager avec les orques. Et dans un autre style qui est aussi inquiétant, la montée de l'Everest par le youtubeur Inoxtag qui a mis en lumière la folie du tourisme dans l'Himalaya malgré le fait que ce soit quand même des ascensions qui semblent pas accessibles pour le grand public. Par rapport à l'Everest, c'était même bien connu avant que Inoxtag fasse son ascension. Hein. C'était déjà très documenté et il y avait beaucoup de personnes qui sonnaient l'alarme déjà. On parle beaucoup de l'industrie pétrolière, des mines, etc. C'est sûr qu'il faut combattre certaines pratiques, mais on parle pas du tourisme, enfin ou du moins très peu. Et pourtant, il y a un réel impact. Tu as cité l'Antarctique, le tourisme en Antarctique est en train d'exploser en ce moment et c'est catastrophique pour les écosystèmes qui sont quand même très fragiles. Et c'est vrai que le choix de ne pas avoir révélé précisément, du moins, c'était motivé par deux choses principalement. D'une part, la crainte qu'il puisse y avoir du braconnage, comme il y a eu par exemple aux Comores quand on a découvert les sélacantes. Il y a eu des collectionneurs qui se sont mis en quête de récupérer un animal pour leur collection privée.
Collectionneurs, ça peut être à la fois les musées, qui ont aussi eu une part de responsabilité, mine de rien, dans la baisse des populations de sélacantes aux Comores, mais également des collectionneurs privés qui voulaient avoir leur sélacanthe chez eux. Nous, on voulait vraiment pas ça. On a beaucoup hésité, même à parler de notre découverte, parce qu'on se dit la meilleure protection, c'est que personne sache où ils sont. Sauf que c'est plus très vrai aujourd'hui, en fait, parce que même si on n'a pas dans les Moluques des gens qui étaient en chasse pour le sélacanthe, on a quand même une dégradation des habitats même terrestres qui impacte également les habitats marins. C'était un peu le dilemme. Est-ce qu'on doit révéler la présence? Est-ce qu'on révèle pas? Est-ce qu'on doit parler du lieu précisément ou pas? On a fait le choix de révéler la présence pour dire qu'il y a des sélacanthes dans les Moluques. Donc attention, il faudra réfléchir peut-être à faire plus de zones protégées dans cette région-là. Par contre, le lieu, on l'a tenu secret pour éviter donc les risques de braconnage dans des zones qui sont pas vraiment contrôlées et qui sont difficilement contrôlables. Et puis, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et le tourisme, même si jusqu'à présent les sélacanthes sont quand même relativement protégés par la profondeur à laquelle ils vivent, la plongée technique se démocratise. On ne sait pas si demain n'importe quel YouTuber peut aller en plongée profonde, faire des selfies avec les sélacanthes. On n'a pas du tout envie que ça se produise. Sans parler de la plongée technique qui va demander quand même un engagement particulier et puis tout le monde ne sera pas en mesure de faire ces plongées-là. Il y a le tourisme de luxe qui se met en place et maintenant beaucoup de milliardaires qui ont des sous-marins de poche sur leurs bateaux. Il y a même des bateaux de croisière qui commencent à avoir des sous-marins pour emmener les touristes. Alors d'un côté, c'est très bien, entre guillemets, parce qu'on se dit on va faire visiter des choses à des gens, peut-être qu'ils vont prendre conscience de la réalité qu'il faut protéger, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Si demain on a des sous-marins qui défilent devant des endroits où des sélacanthes se trouvent, comme ce sont des animaux qui sont très sensibles, qui vivent, qui se développent très lentement, qui ont une maturité sexuelle tardive, les femelles gestantes peuvent rester gestantes pendant 5 ans, donc c'est très long. Donc si demain tu as un défilé de sous-marins qui viennent les voir, ça peut avoir un impact extrêmement négatif sur ces animaux-là dont on ne connaît pas grand-chose, mais imagine qu'ils sont particulièrement sensibles à certains stress, comme un stress lumineux, comme un stress sonore, et probablement des stress électriques et électromagnétiques. Donc si demain tu as des sous-marins qui viennent les voir, il peut y avoir vraiment des impacts très néfastes sur ces populations qui sont déjà très fragiles et encore plus fragilisées par la pollution en tout genre. C'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas révéler l'endroit exact, parce qu'aujourd'hui on travaille main dans la main avec les autorités locales et nationales pour essayer de mettre en place des aires marines protégées dans les endroits où on trouve du sélacanthe. Donc tant que ces aires marines protégées ne sont pas mises en place et surveillées, entre guillemets, on va éviter de trop révéler la localité précise. Mais ouais, c'est vrai que c'est hyper paradoxal parce qu'on se dit que d'un côté, pour le protéger, il faut savoir où c'est, mais d'un côté, ça ouvre aussi la porte à tous les gens qui n'ont pas forcément des bonnes intentions, ou pas forcément des mauvaises, mais qui prennent pas conscience de leur impact. Et puis, il y a un phénomène dont Gaël n'a pas parlé, pourtant il est aussi très sensible à ça, c'est aujourd'hui, il y a certains aquariums qui auraient bien envie de mettre un sélacanthe dans un bassin. Et le problème, c'est que ce sont des animaux qui sont tellement particuliers, qui vivent dans des environnements tellement spécifiques, qu'il y a de grandes chances qu'en fait ça se solde par une mort en quelques semaines. Chaque sélacanthe pêché, c'est une perte énorme pour la population, pour les raisons qu'on a évoquées, maturité sexuelle très tardive, le temps de gestation extrêmement long. Capturer un sélacanthe pour mettre dans un bassin, c'est affaiblir encore plus la population naturelle pour un animal qui va souffrir et qui va certainement pas survivre de toute façon dans son bassin. On connaît vraiment trop peu de choses pour se permettre de faire ce genre de capture. C'est des questions, c'est triste de devoir se les poser, mais il faut se les poser. Et le fait de pas en parler, ça aurait pas forcément servi la cause parce que finalement, là, le fait d'en parler, ça soulève à nouveau des envies de conservation auprès des autorités locales et nationales indonésiennes. Le sélacanthe, c'est un véritable ambassadeur, en fait, pour la conservation, si tu veux. Comme on le disait tout à l'heure, ça laisse tellement personne indifférent que le fait de savoir qu'un sélacanthe se trouve dans cet endroit, ça va motiver les locaux et le gouvernement à protéger cet endroit, en théorie. C'est ce qu'on appelle un peu une espèce parapluie, c'est-à-dire que c'est une espèce qu'on va vouloir protéger et en la protégeant, en fait, on protège toutes les autres espèces avec lesquelles elle vit. Je souhaiterais que le sélacanthe devienne le drapeau de la conservation des espèces marines qui sont réellement en grand danger d'extinction.
en parler est indispensable pour les protéger, mais également pour sensibiliser le grand public à la conservation du milieu marin. Eh ben, on espère que les gouvernements seront sensibles à ça et feront tout pour protéger le sélacanthe. On espère aussi. Un peu d'idéalisme. Ouais. Alors maintenant, on va revenir à la plongée. À quel âge est-ce que tu as commencé à plonger ? Alors moi, j'ai commencé un peu tard à plonger. Alors à la fois très tôt et un peu tard. En fait, très tôt parce que apparemment, j'ai pas trop de souvenirs, j'ai un vague souvenir mais très lointain. Quand j'avais 4-5 ans, il y avait quelque chose qui s'appelait les bébés nageurs en France. Et apparemment, j'étais relativement à l'aise dans l'eau, donc le moniteur avait demandé à ma mère, il venait d'avoir des petites bouteilles de plongée. Et du coup, il a demandé à ma mère si je voulais essayer. Et apparemment, j'ai fait un baptême de plongée en piscine, dont j'ai pratiquement aucun souvenir quand j'avais 5 ans. Mais après, j'ai pas mis une bouteille sur le dos jusqu'à mes 22-23 ans, je crois. Donc j'ai commencé assez tard ma formation. Mon niveau 1, je crois que je devais avoir 23-24 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et est-ce que tu saurais estimer, ou si tu as le nombre exact, de combien de plongées tu as faites ? Alors, je les note toutes, mais j'ai un peu de retard. Donc, j'ai pas en tête, là. Mais à la louche, je dois avoir 1500 ou 2000 plongées, mais pas tellement plus. Ok. Quelle était ta plongée la plus profonde ? Alors, la plus profonde, c'était l'année dernière. On cherchait les sélacanthes et on a fait une plongée avec Julien à 165 mètres. Et la plus longue ? Alors, la plus longue, il y en a eu plusieurs, mais ça doit être... c'est toujours pareil, chercher les sélacanthes. Et ça nous a coûté cher, les sélacanthes. Cette plongée, on a dû faire 5h30, je crois. Ouais. 5h30, ouais, c'est ça. Et c'est 5h30, c'est pas 5h30 à 130 mètres, quoi. C'est 5 heures entre 12 et 3 mètres. C'était très long. Comment tu t'occupes pendant tes paliers ? Alors nous, on a la chance en Indonésie, en tout cas, de faire nos paliers la plupart du temps sur le récif. Donc, en fait, on se fait une énorme plongée loisir sur le récif. Waouh ! Ça dépend des jours, parce que des fois, on est quand même très fatigué. Donc, quand on est fatigué, on fait pas grand-chose. Mais sinon, voilà, je m'occupe, je fais des photos, je regarde des trucs. En fait, moi, je trouve que ces longs paliers qui sont obligatoires, et ça nous force un peu quand même, mais moi, en tout cas, ça me permet de prendre du temps pour regarder des choses que j'aurais autrement ignorées, tu vois. Quand tu fais une plongée classique, tu vas aller regarder les grosses bestioles ou les trucs un peu rigolos, etc., un peu classiques, on va dire. Mais quand t'es forcé de faire ces longs paliers, tu commences à t'intéresser à d'autres choses. Et tu découvres plein de trucs, que ce soit des petits animaux, des gros animaux, essentiellement des petits d'ailleurs. Donc ça nous permet vraiment de passer beaucoup de temps à observer, à contempler. Il y a des fois où je fais même pas de photos ni rien et un peu de la méditation en fait. T'es un peu perdu dans tes pensées, tu réfléchis à des trucs, pas forcément en lien avec la plongée, quoi. Tu te dis tiens, faudrait peut-être que je fasse ça demain. Ça dépend des jours en fait. Il y a des fois où t'as plein d'énergie, tu fais des photos, tu vas explorer des trucs, regarder des trucs. D'autres fois t'as pas envie, t'attends juste, tu te cales sur un morceau de sable et puis t'attends. Et puis des fois, t'as pas le choix, t'as tellement de courant qu'on est obligé de rester cramponné à un rocher pendant 1h30. Là, ça peut être compliqué, quoi. Ouais. Ça peut être un peu pénible. Tout dépend des conditions environnementales et mentales. Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur ou de ressentir des appréhensions quand tu plonges ? Alors, c'est une bonne question. Je dirais pas peur dans le sens j'ai pas envie d'y aller, j'ai peur, mais des appréhensions, ouais. Un peu d'inquiétude des fois ou parce que tu sais que c'est pas des plongées quand même très classiques, même si en fait ça devient un peu routinier et c'est là où est le danger dans la routine. C'est quand tu commences à faire des choses de façon routinière, tu peux avoir des problèmes qui surviennent. Donc des fois un peu d'inquiétude, tu sais, des fois tu te lèves le matin, tu vois la condition, il y a des vagues, il y a l'air d'avoir du courant, il y a du vent, le bateau est ballotté, inquiétude que tu essayes de transformer en positif, quoi. Tu te dis l'avantage d'être inquiet, c'est que tu essaies de te reconcentrer sur des points importants pour ta sécurité et celle de tes partenaires de plongée. Et je pense que l'inquiétude, c'est important, avoir un peu d'impréhension dans ces activités-là, parce que ça te permet quand même de garder la tête sur les épaules et de jamais avoir peur, de jamais être inquiet. Je me dis que c'est là où le danger guette. Mais chacun est différent face à ça. Et puis, moi, j'ai l'avantage de travailler avec des gens en qui j'ai confiance. Tu vois, les plongeurs avec qui je travaille, c'est des excellents plongeurs. Julien, Clément, Marc, c'est des plongeurs hors pair et bien meilleurs que moi. Et du coup, ça te rassure. Et puis l'équipe en surface aussi est une équipe compétente.
Le fait de travailler avec des gens compétents, avec du matériel dans lequel tu as confiance, tu sais qu'il a été bien révisé, bien entretenu, etc., ça te ôte une partie de ces inquiétudes que tu pourrais avoir. Mais elles sont toujours un peu là quand même. On se doute de la réponse, mais est-ce que tu as une plongée favorite ou une plongée qui t'aurait particulièrement marqué? Là, je pense que voilà, t'as la réponse. C'est sûr que c'est le Sélacanthe. Le Sélacanthe, je pense que je pourrais jamais battre ça d'un point de vue émotionnel et tout. C'est impossible. Ou alors trouver un nouveau Sélacanthe qui ressemble pas du tout au Sélacanthe qu'on connaît aujourd'hui. Mais non, c'est sûr que ça, ouais, le Sélacanthe, je pense. C'est la plus marquante et qui restera la plus marquante pour très longtemps, je pense. Mais en vrai, c'est une question difficile. Et là encore, je me doute de la réponse, mais quel est ton animal sous-marin préféré? Eh ben, je sais pas. J'en sais rien. Ça, c'est super difficile aussi parce que non, j'ai pas de préférence. Honnêtement, même si le Sélacanthe, c'est un animal incroyable, de là à dire que c'est mon animal préféré, non. Parce que pour moi, tous les animaux, marins comme terrestres d'ailleurs, c'est quelque chose d'incroyable. Ok. Quels sont tes futurs projets? Alors, le projet immédiat, là, c'est de retourner donc en expédition à l'endroit où on a trouvé le Sélacanthe, dans les Moluques, pour essayer de voir un peu si on a une vraie population qui est établie. Donc, on va essayer de trouver d'autres individus. On va essayer de voir si on revoit notre individu qu'on a photographié l'année dernière. Et puis, on va essayer d'explorer d'autres sites pour essayer de voir si on a d'autres populations ou si une population plus ou moins étendue existe dans le nord des Moluques. Donc ça, c'est le projet immédiat. Et puis, suite à cette expédition, on a un autre projet pour aller travailler sur les coraux profonds. C'est un peu différent, ça reste des plongées profondes. Et c'est dans le sud des Moluques cette fois. Ça va m'occuper jusqu'à la fin de l'année. Comment convaincre les gens, c'est essayer de les reconnecter un peu au monde naturel. Leur rappeler que notre façon de vivre n'est pas forcément celle qui a été adoptée par toutes les espèces qui ont traversé les âges. Il y a des espèces qui ont fait, comme le Sélacanthe, le pari de la lenteur et qui ont survécu. Et accessoirement, en fait, je débute une thèse de doctorat sur le Sélacanthe indonésien cette année. Voilà. Félicitations. On verra, félicitations quand ce sera fini. Alors, bon courage. Ouais, voilà, merci. Je vais en avoir besoin. On verra ce que ça donne. C'est un projet un peu inattendu, mais l'opportunité s'est présentée et c'est difficile de dire non. J'imagine. Et j'ai une question un peu bête. Est-ce que vous lui avez donné un petit nom au Sélacanthe que vous avez vu que vous l'avez vu 2 fois? On l'a pas nommé, mais en vrai, c'est une question qui est tout à fait pertinente parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, les Sélacanthes ont des motifs très particuliers sur le corps et il faudra effectivement le nommer pour pouvoir le cataloguer. Le travail, par exemple, qui a été fait en Afrique du Sud par une chercheure qui s'appelle Kerry Sink, elle a un catalogue de Sélacanthes et ils ont tous un nom en fonction de particularités morphologiques, anatomiques, etc. Mais il va falloir qu'on se concerte, quoi. Ça va être une décision démocratique. Il va falloir qu'on trouve un nom qui plaise à tout le monde. Ah bah, si vous voulez, on aime bien Star Wars, donc vous pouvez l'appeler Yoda. Notre chat aussi, il s'appelle Yoda. Donc voilà, comme ça, il s'appellerait comme le Sélacanthe. Yoda, le Sélacanthe. Faudra qu'on regarde s'il y a des caractéristiques qui pourraient se rapprocher de Yoda. Bah, ça fait un peu extraterrestre, hein, Sélacanthe. Ouais, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Je prends note. Ça fera sur la liste des noms suggérés. Quand est-ce qu'on plonge ensemble? Eh ben, quand vous voulez, hein. Vous venez en Indonésie et puis on va plonger. Alors là, quand vous voulez. Bah, il faut qu'on parte en Indonésie. Si vous passez par l'Indonésie un jour, n'hésitez pas, la porte est ouverte. Ah, merci beaucoup. Ce serait un plaisir. Ah bah ouais, partagez. Puis vous verrez qu'on peut aller à 160 mètres pour voir des choses incroyables. Même en France, en Méditerranée, en Atlantique, il y a des choses incroyables. Ah ouais, c'est sûr. Si un jour vous avez envie de biodiversité tropicale, n'hésitez pas. Moi, j'en rêve beaucoup. Il n'y a plus qu'à convaincre ton papa. C'est ça. Merci beaucoup, Alexis. On a parlé de pas mal d'expéditions diverses et variées sur le podcast. Mais le Sélacanthe, c'est vrai que c'est à part et c'est grâce au récit de vous tous qui réalisez ces expéditions qu'on ressent la passion et les émotions. Et ça fait vraiment rêver. On va ajouter en description du podcast tous les liens vers tes réseaux sociaux et ton site internet. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer prochainement. Est-ce que tu penses pouvoir venir en France en janvier pour le Salon de la plongée? Alors, je sais pas quand est le salon cette année, d'ailleurs. Du 8 au 11. C'est possible que j'y passe, effectivement. Eh ben, si tu y es, il faut qu'on se croise. Avec grand plaisir.
Merci à vous surtout pour l'invitation et puis pour ce super podcast. C'est chouette comme projet et parce que ça fait quand même quelques temps là maintenant que vous faites ça, non ? 3 ans. Et ouais, Ouais. c'est chouette. C'est une super aventure aussi. Ouais, carrément. Bravo à vous. Merci. À bientôt. Bientôt, ouais. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurs.padawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.